Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, le sommaire. Malik Sanko répond aux accusations d'incitation à la violence qui auraient été proférées à son encontre par Cellou Dalein Diallo. Choqué par ces accusations, il annonce qu'il va porter plainte pour diffamation. L'étau serait-il en train de se resserrer autour du président du RDIG? Jean-Marc Tiliano s'est rendu ce mardi au tribunal de Mafanko et au commissariat de Yimbaya pour, dit-il, faire part des menaces qui pèsent sur sa personne. Les précisions dans ce journal. Et puis, Peter Delabar confronté à des problèmes d'ordre infrastructurel. Palais de justice et bâtiments administratifs dignes de nom sont quasi inexistants dans ces deux préfectures. Et cela aux grandes dames des autorités locales. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Malik Sanko, membre du RPG Arc-en-Ciel, s'insurge contre les propos du chef de file de l'opposition guinéenne. Cellou Dalein Diallo l'accuse en effet d'incitation à la violence pendant et après la manifestation du 27 février dernier. Face à cette accusation, Malik Sanko a fait part de son intention de porter plainte pour diffamation. Explication, Malik Diakité. La guerre des ondes entre Malik Sanko, membre du parti RPG Arc-en-Ciel, et Cellou Dalein Diallo, chef de file de l'opposition guinéenne. À l'origine, l'accusation du second contre le premier pour incitation à la violence pendant et après la marche dite pacifique du 27 février dernier. Selon l'accusé, le leader de l'UFDG en séjour à l'Abbé aurait fait cette déclaration sur les antennes d'une radio privée basée dans cette préfecture. Trop, c'est trop. Hier encore, sur les ondes de la radio Espace à l'Abbé, il continue à m'accuser en disant que c'est moi qui ai amené les gens à provoquer ce que nous avons connu dans les jours terribles en Guinée. Quel est le Guinéen qui me dira que moi je lui ai donné l'argent pour aller détruire sur autrui? Mais ça ne me ressemble pas. Pour mettre fin, je cite, à cette accusation gratuite, Malik Sanko compte traduire le chef de file de l'opposition devant la justice pour diffamation. Je crois que nous finirons certainement au tribunal. Je vais porter plainte. Il n'a qu'à porter les preuves quand même qu'on rende justice. C'est ce que je veux. Pour qu'on en finisse. Après plusieurs tentatives, nous n'avons pas pu joindre Cellou Dalein Diallo. Il serait, selon l'un de ses proches, en route pour Conakry, dans une zone non couverte par son opérateur téléphonique. Dans le même registre, le président du RDIG, Rassemblement pour le développement intégré de la Guinée, s'est rendu ce mardi au tribunal de première instance de Mafanko et au commissariat de Yimbaya. La démarche de Jean-Marc Tiliano vise à attirer l'attention des autorités judiciaires sur les menaces qui, selon lui, pèsent sur sa personne. Il affirme que son domicile et le siège du parti ont reçu ces derniers jours des visites répétées de quelques gendarmes à Djiratouba. C'est accompagné de ses deux avocats et de quelques militants du RDIG que Jean-Marc Tiliano s'est rendu au tribunal de Mafanko. Une visite pour faire part au procureur de la République de ses inquiétudes. Nous venons de rencontrer M. le procureur de la République du tribunal de première instance de Conakry 3 en compagnie de notre client, M. Jean-Marc Tiliano, président du RDIG, qui depuis 72 heures est persécuté, recherché par les gendarmes, des camions de gendarmes, comme s'il venait de commettre un crime. Alors qu'il n'a jamais reçu une convocation de la part d'un quelconque service de sécurité pour l'amener à se présenter. Nous avons tapé à la porte de M. le procureur de la République et il nous a demandé d'aller à la gendarmerie pour que notre client soit entendu. Donc pour le moment, nous partons du tribunal sans savoir pour quel motif il est convoqué. Selon Maître Béavogui, il s'agit d'intimidation politique. La nature du délit commis a été élucidée au commissariat de Yimbaya après des heures d'entretien. Ce qui est reproché à M. Tiliano, les injures qui auraient été proférées et une diffamation. On nous a fait lire la réquisition où il lui est opposé des phrases qu'il ne reconnaît pas. Il a expliqué ce que lui, il a dit
Et les gendarmes en officiers républicains l'ont entendu en toute impartialité et ont tout noté et ont décidé de le mettre à notre disposition en attendant. En attendant, quelle tournure prendra cette nouvelle affaire? La question reste posée. Et puis poursuite de la tournée de sensibilisation et d'information dans les 5 communes de la capitale du gouverneur de la ville de Conakry. Après Ratoma et Matoto lundi, commandant Sekou Resco Camara était ce mardi dans les communes de Dixine et de Matam. Il y a véhiculé des messages pour la sauvegarde de la paix à l'endroit des élus locaux. Saran Camara était sur ses pas. Voici son reportage. Amener les populations de Conakry à tourner la page sur le passé pour mieux se projeter dans le futur, c'est dans ce cadre que le commandant Sekou Resco Camara s'est rendu dans la commune de Dixine. Après avoir véhiculé des messages de paix, les citoyens de cette commune, par la voix du président de la délégation spéciale, ont à leur tour rassuré le gouverneur sur leur volonté d'œuvrer pour le maintien de la paix dans cette localité. Des prières ont été dites avant le départ de la délégation pour la commune de Matam, où Radianene Koya Touré n'a pas manqué de souligner les conséquences des violences survenues ces derniers temps. Ce qui s'est passé, c'est la première fois que moi je vois ça. Le feu que j'ai vu, tout est barricadé. Les boutiques sont brûlées, les marchandises sont brûlées, ça fait un peu mal. Parce que nous sommes tous des Guinéens. Le chef de quartier de Madina Mosquée, qui a suivi ces scènes de violence, renchérit. Ce qui s'est passé à Madina n'a pas été une bonne chose. Nous devons nous ressaisir. Le fait de mener la politique sans la connaître, sans l'étudier, c'est un problème. De Dixine en passant par Matam, le message des femmes reste le même. Vraiment, on veut la paix, on veut la réconciliation. On demande pour que les deux groupes s'assoient pour discuter et s'entendre. Parce que s'il y a la souffrance, c'est les femmes qui souffrent. Nous sortons pour charger le manger des enfants. Mais s'il n'y a pas de paix, vraiment, ça ne peut pas aller. Au terme de cette journée de sensibilisation et d'information dans les communes de Dixine et de Matam, on peut retenir que le souhait des populations est la réconciliation, la paix et l'unité entre les Guinéens. Sur un tout autre plan, l'atelier national sur l'alimentation scolaire a démarré ce mardi à Conakry, organisé par le programme alimentaire mondial en collaboration avec le ministère de l'enseignement préuniversitaire. La rencontre regroupe des partenaires techniques et financiers ainsi que les représentants de 3 pays de la sous-région ouest africaine. Fanta Conté. Nourrir les esprits, combattre la faim, c'est sous ce thème que le programme alimentaire mondial, en collaboration avec ses partenaires, a procédé au lancement des travaux de l'atelier national axé sur l'alimentation scolaire. Générer une vision commune et une feuille de route pour la pérennisation de l'alimentation scolaire, s'inspirer des expériences d'autres pays en matière de gestion des cantines scolaires et présenter les acquis, les défis et les perspectives de la mise en œuvre d'une politique et d'un programme d'alimentation scolaire en Guinée. Tels sont entre autres objectifs de cet atelier. Pendant 3 jours, les participants venus du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Cap-Vert, de Conakry et des préfectures de l'intérieur du pays vont conjuguer leurs efforts pour lutter plus efficacement contre la faim, tout en soutenant l'éducation, la santé et le développement communautaire. L'objectif de PAM s'est fixé dans son programme de pays d'ici 2017 est qu'aucun enfant n'aille à l'école le ventre vide. Loin de vanter la mérite de l'alimentation scolaire, elle constitue aujourd'hui un appui substantiel aux familles pauvres dans la prise en charge scolaire de leurs enfants. Dans ce plan cadre, la famille du système des Nations Unies a renouvelé son engagement à appuyer le gouvernement guinéen dans ses efforts de lutte contre la pauvreté et les autres fléaux de sous-développement, conformément aux priorités nationales définies dans le document stratégique de réduction de la pauvreté
Les cantines scolaires ont été initiées en Guinée par le PAM en 2002. Elles étaient au nombre de 440, couvrant le même nombre d'écoles. Au titre de l'année 2012, le nombre de cantines est passé à 668 avec 100 000 élèves, un nombre qui pourrait augmenter dans les 5 prochaines années. La vision du PAM est d'avoir un monde où chaque être humain a accès en permanence à la nourriture quantitative et qualitative dont il a besoin pour mieux vivre. Je tiens à remercier le gouvernement de la Guinée de nous donner l'occasion de partager la connaissance et les expériences brésiliennes concernant l'alimentation scolaire. Malgré ces avantages que ces cantines ont offerts, elles sont aujourd'hui confrontées à des difficultés, entre autres l'insuffisance des ressources nécessaires au développement et à leur pérennisation, la faiblesse de la subvention de l'État, les restrictions budgétaires auxquelles le PAM est confronté. Les recommandations qui sortiront de ces travaux permettront dans une certaine mesure d'enrichir le document de politique sur l'alimentation scolaire, l'appropriation nationale, le dialogue et l'engagement de l'État et des autres partenaires seront également rehaussés. D'une rencontre à une autre, les travaux d'un atelier de formation ont pris fin ce mardi. Organisé à l'intention des membres du CNT, cet atelier est axé sur la facilitation du processus d'adoption du code minier guinéen et ses textes d'application, initiative du CICID, Centre du commerce international et le développement, qui a dû permettre aux conseillers nationaux d'avoir une meilleure lecture des spécificités du code minier. C'est un compte rendu signé Aboubakar Arafon Kamara. Cet atelier qui a débuté lundi a dû permettre aux membres du CNT d'avoir une large information sur le nouveau code minier guinéen en cours d'élaboration. Ainsi, la finalité est de procéder à la régularisation du secteur minier en vue de promouvoir les investissements pour une meilleure connaissance du sol et du sous-sol de la République de Guinée. Tous les participants, notamment les conseillers du CNT, qui sont représentés par les 9 commissions, je crois que ces conseillers-là ont, en toute connaissance des causes, en toute sincérité, apporté leur contribution à l'amélioration du nouveau code minier qui vient d'être révisé par le gouvernement guinéen. Profitant de cette opportunité, les participants, après avoir suivi des séances de travaux durant ces 2 jours, se disent confiants et remercient les initiateurs. Nous sommes tout à fait satisfaits des recommandations qui ont été mises en place et si jamais il y a applicabilité de ces différentes recommandations, nous croyons bien que le secteur minier sera un secteur porteur et surtout il sera beaucoup plus incitatif que ce que nous avons maintenant là. Nous sommes dans un cadre où il faut développer beaucoup plus la gouvernance, ce qui implique la participation de tous les acteurs. Et dans ce sens, il serait toujours plus important de vulgariser la loi, de faire en sorte que chacun puisse s'approprier, et même s'il faut la vulgariser dans des langues nationales, pour que la population à la base, surtout la population locale qui est la première intéressée, puisse savoir ce qui est en train de se faire au sommet et comment la loi est structurée pour qu'ils puissent bénéficier vraiment de ce qui est des avantages de cette loi. Des articles du nouveau code s'intéressant à la protection de la population riveraine, le respect de l'environnement de la part des entreprises multinationales basées sur le territoire guinéen ont été largement débattus au cours de cette rencontre par les organisateurs et les participants. Quittons Conakry pour Bokeh, là-bas les composantes sociales vivent en parfaite harmonie. Illustration de cette situation, partis politiques, société civile, notabilité, tous se mobilisent pour le développement de la localité. Un meeting d'information et de sensibilisation vient de se tenir dans ce sens. Moussa Bachili, notre correspondant, nous en dit plus. La paix sociale, l'harmonie, l'entente et l'unité d'action règnent effectivement à Bokeh. Cette volonté des citoyens à construire le développement et l'harmonie se concrétise un peu partout dans les collectivités. Le langage qui court à Bokeh est bien le dialogue constructif et d'ailleurs le comportement des partis politiques de l'opposition privilégie le dialogue en lieu et place des revendications anarchiques accompagnées le plus souvent des casses et
d'actes de vandalisme. Mérite a été salué par le préfet de Boké, Dr Ibrahima Barbouza Souma, au cours d'un meeting de sensibilisation et d'information qui a regroupé l'ensemble des couches sociales au village communautaire. Un meeting qui était essentiellement axé à l'invite aux populations en faveur de l'apaisement et de la paix a été une occasion pour l'autorité de remercier et de féliciter les couches sociales au renforcement de ces bases. Chaque année se félicite de la maturité des citoyens qui rejettent toute forme de violence et de provocation. C'est pourquoi au cours de ces derniers événements survenus à Conakry et dans certaines villes de l'intérieur du pays, Boké a été un modèle de bon comportement. La marche de l'opposition a été pacifique. Il n'y a eu aucun cas de casse enregistré. Dans cette lancée, les citoyens ont été informés des difficultés liées à la fourniture du courant électrique à la ville de Boké qui enregistre en ces derniers temps des perturbations dues à la crise de carburant. Selon les informations concordantes, la cité de Guinée fournit 340 litres de gasoil par heure pour une production de 12 heures de temps. Cette consommation très élevée est annueuse, ajoutée les nouvelles tarifications et la non-couverture de certaines zones. Face à cette situation préoccupante, des conseils liés à l'utilisation des ampoules économiques ont été recommandés. Par contre, le meeting a condamné les manifestations des élèves de Sangaridi et Konabouille contre l'encadrement pour des raisons pédagogiques. Une situation qui a été aussitôt maîtrisée et corrigée par les autorités locales due à une large sensibilisation des élèves de la conduite du bureau de l'association des parents et amis de l'école. Cette vaste campagne a touché l'ensemble des communes rurales de Boké où le climat de cohabitation est pacifique et le sentiment de bonne collaboration vit au cœur des citoyens. Tel exemple de patriotisme. Restons dans le Kakandé, plus précisément à Kamsar, où très peu d'efforts sont fournis pour lutter contre l'insalubrité. À défaut des PME de collecte et de ramassage d'ordures, ce sont des initiatives individuelles qui se créent sans grand succès et la cité industrielle a du mal à se débarrasser de ces tas d'immondices, une situation qui n'est pas sans conséquence sur la santé des populations. Kamsar, une cité qui croule sous les ordures, c'est le grand format de cette édition. Il est signé Mamadi Kamisoko. Zone industrielle par excellence, abritant la plus importante société minière de la Guinée, CBG, à Kamsar, très peu d'attention se focalise sur la pollution de l'atmosphère par la fumée que dégage l'usine. Par contre, ils sont nombreux les citoyens à déplorer l'insalubrité provenant des ordures ménagères et autres eaux usées. Si, à Kamsar Cité, la protection de l'environnement est assurée par la compagnie des bauxites de Guinée à travers des nettoyages quotidiens, il n'en est pas de même à Kamsar village ou centre. Ici, aucune PME de collecte des ordures, encore moins de structures d'assainissement n'est présente. Ce jeune Abdoulaye Souma faisait partie d'un groupe qui s'occupait du ramassage des ordures sous la tutelle des autorités locales. Faute d'encadrement, il dit travailler désormais seul, moyennant une rémunération journalière. Il exige parfois le paiement immédiat, d'où ce sobriquet terre à terre. Après la dislocation de notre équipe, j'ai décidé de travailler seul pour gagner mon pain quotidien. À chaque exercice, certains me payent à 500 francs et d'autres à 1000 francs. Tout dépend des tas d'ordures à évacuer. Comme lui, ils sont 4 ou 5 bénévoles à travers Kamsar Village. Aujourd'hui, sa principale préoccupation est la mise en place d'une équipe de ramassage d'ordures. L'appel que j'ai à lancer aux autorités est de nous aider à nous intégrant dans une structure bien organisée afin que nous puissions bénéficier des salaires mensuels. L'absence de PME de collecte oblige plusieurs citoyens à transformer les abords des rails en dépotoirs d'ordures et ce sont les particuliers qui s'occupent de l'incinération des déchets accumulés à cet endroit. Cette vendeuse assise non loin explique leur calvaire. Si on avait la possibilité, on n'allait pas mettre ces ordures-là ici, car ça nous dérange beaucoup. Nos clients étrangers qui viennent, dès qu'ils voient ces ordures, ils ne payent plus la nourriture. On a tout fait pour mettre une poubelle ici, impossible. L'insalubrité doublée du difficile accès à l'eau potable affecte la santé des populations. Le message que je lance à la population, c'est d'abord de prendre soin d'eux. En faisant quoi? D'abord de nettoyer chez eux-mêmes. D'éloigner les ordures hors des habitations. Parce que les maladies diarrhéiques, on dit que c'est la mer sale. Mais la mer sale, c'est parce qu'on cohabite avec les ordures. Et ces ordures-là sont produites par qui? Par les hommes nous-mêmes.
Du côté des autorités locales, on évoque des problèmes financiers et logistiques. Comme ça est devenu très grand, on a une grande population. Il faut que ça soit nettoyé tous les jours. Alors il faut qu'on me donne des moyens pour que je puisse travailler, pour résoudre l'affaire d'eau, d'électricité et d'assainissement. En attendant la concrétisation des promesses des autorités administratives et de la CBG à la commune rurale, les habitants prennent leur mal en patience. Prenons maintenant la direction de la Moyenne-Guinée. Dans cette région, les préfectures de Pita et de Dalaba gardent encore des stigmates des événements de janvier-février 2007. Mis à sac lors de ce soulèvement populaire, les bâtiments administratifs et judiciaires n'ont jamais été restaurés depuis. Conséquence, le problème de palais de justice ou de bâtiments administratifs se pose avec acuité dans ces deux préfectures. C'est un reportage de Moufali Guilavouki. La préfecture de Pita porte encore les cicatrices des événements douloureux de janvier et février survenus dans tout le pays. C'est suite à ce soulèvement que le palais de justice a été pillé par une foule en colère qui s'est ensuite attaquée aux autres bâtiments administratifs de la localité. Ces jours, les portes et fenêtres avaient été défoncées et le bâtiment de la justice décoiffé et brûlé sous le regard impuissant des forces de l'ordre. Le commandant de peloton du commissariat central de Pita, Sekou Gaoussou Doumessi, se souvient encore du 22 janvier 2007. C'est lors de la nomination de M. Eugène Camara comme Premier ministre que le bâtiment de la justice a été saccagé par la population de Pita. Les élèves ont quitté l'école pour venir faire une marche jusqu'au niveau du marché. À leur retour, ils se sont attaqués à la résidence du préfet et à la préfecture, au service de police et de la gendarmerie. À 3 h du matin, ils sont venus s'attaquer à la justice pour saccager et mettre le feu. Après cette journée mouvementée, voilà ce qui reste du palais de justice de Pita. Un état de délabrement très avancé. Les herbes ont poussé dans les bureaux et même la salle qui servait d'audience. De nos jours, les procès se tiennent dans des magasins ou dans les domiciles des particuliers, comme le confirme le commandant de peloton du commissariat central de Pita. S'il y a un jugement, ça se passe dans une maison de la commune. Il n'y a pas eu un palais de justice à Pita. Chaque fois qu'il y a un jugement, la population se déplaçait pour venir prendre des informations et connaître éventuellement ce qu'il faut faire ou bien ce qu'il ne faut pas faire. Outre les maisons des particuliers, la famille judiciaire se transporte en cette période de chaleur sous les baobabs, un lieu très prisé où se tiennent en attendant tous les procès. Cet état de fait, au dire du capitaine de la police, constitue un dysfonctionnement de l'appareil judiciaire, d'où ces cris de cœur. L'appel que nous avons aujourd'hui, que le gouvernement cherche à rétablir le palais de justice de Pita. Pita n'est pas la seule préfecture qui manque de palais de justice. Les infrastructures judiciaires et administratives de Dalaba avaient été mises aussi à sac pendant les événements de janvier et février 2007. Pire, les responsables de l'administration qui s'y trouvent se promènent avec leur sac faute de bureau. Restons toujours dans le pays profond et précisément à Lola où la résidence du préfet et celle du directeur préfectoral de l'éducation ont été incendiées par des inconnus, des incendies d'origine criminelle. C'est en tout cas ce qui ressort des premiers éléments de l'enquête. Ciao Bachir. La mission conduite par le ministre de la Communication dans la zone forestière ne s'est pas seulement contentée de sensibiliser les citoyens pour la préservation de la paix et de la quiétude sociale. Elle s'est aussi largement appesantie sur les questions sécuritaires. Dans la préfecture de Lola, par exemple, le sujet reste préoccupant. L'incendie de la résidence du préfet et celle du directeur préfectoral de l'éducation ont suscité une attention particulière des membres de la délégation ministérielle. La résidence du préfet, un bâtiment à plusieurs chambres, de salons, des salles à manger, des cuisines, des douches internes et externes et une salle de réception, ce sont là les constituants de ce bijou parti en fumée. Les membres de la famille du préfet ont été sauvés de justesse par les voisins. Surpris dans son sommeil par les flammes, le premier responsable de la préfecture s'en est aussi tiré, mais avec de légères brûlures. Quant à la résidence du DPE, elle a été aussi sauvée à 80% grâce à la maîtrise très tôt du feu.
Selon Sayula Tolno, préfet de Lola, le résultat des premières enquêtes prouve que l'origine de cet incendie serait criminelle. Ailleurs dans le monde, le conclave devant élire le prochain pape devra compter avec les Américains avec 11 cardinaux. C'est la délégation la plus importante après celle des Italiens. Or, c'est elle aussi qui a le plus fermement dénoncé les scandales de pédophilie qui ont terni l'Église catholique. Plusieurs victimes américaines de ces prêtres pédophiles se sont même invitées en marge de ce conclave. Suivez. Chaque matin, depuis que les cardinaux sont réunis au Vatican, Barbara et David organisent une conférence de presse dans un petit local de fortune à Rome. Ils sont venus des États-Unis au nom du réseau des survivants des prêtres pédophiles. Leur objectif, influencer l'élection du nouveau pape. Les 2 derniers papes se sont excusés, mais ils ont pris peu de décisions concrètes pour que les enfants soient protégés des prêtres pédophiles. Nous voulons que le prochain pape attache de l'importance à cette question. Violée par un prêtre à l'âge de 6 ans, Barbara Doris considère que la pédophilie dans l'Église n'appartient pas seulement au passé. Maintenant, les cas commencent à arriver des pays en voie de développement. Des nouvelles histoires d'abus viennent d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Asie. Et nous considérons que pour l'Église, le pire est encore à venir. Voilà pourquoi ils veulent maintenir la pression sur le conclave en publiant une liste de 12 cardinaux qui auraient minimisé la crise de la pédophilie dans l'Église. Parmi eux, Timothy Dolan, Marc Ouellet ou Angelo Scola, des noms souvent cités comme candidats probables à la papauté. Nos documents prouvent qu'il y avait partout un véritable plan établi pour protéger les prédateurs et surtout protéger la réputation de l'Église, peu importe les enfants. La pédophilie dans le clergé ne semble pas avoir été mise au centre des discussions des cardinaux, mais elle influera sans doute sur le choix du successeur de Benoît XVI, même si le Vatican a fait savoir que ce ne sont pas les associations de victimes qui choisissent le nouveau pape. Nous voulons aider à protéger la vie des enfants et nettoyer tout ce bazar. Le nouveau pape devrait immédiatement prendre des mesures disciplinaires contre tous les évêques qui ont préféré ignorer ces crimes terribles contre des enfants. Mais c'est toute la vie affective et sexuelle des prêtres et des religieux qui devrait être prise en compte, pensent les associations de victimes, une question que l'Église préfère généralement ignorer. Sport au football, le match Sénégal-Angola se jouera effectivement au stade du 28 septembre. C'est en tout cas ce qu'a affirmé ce mardi le ministre sénégalais des Sports à l'occasion d'une conférence de presse qu'a suivi pour nous Fodé Camara. C'est pour mettre un terme aux rumeurs qui faisaient état d'un éventuel changement de décision du gouvernement sénégalais à faire jouer le match Sénégal-Angola dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 que le ministre sénégalais des Sports s'est retrouvé devant la presse guinéenne ce mardi. Vu les relations d'amitié existant entre ces deux pays, liées par la géographie, l'histoire et la communauté, le match Sénégal-Angola se jouera au stade du 28 septembre le 23 mars prochain. C'est pour montrer aussi les relations séculaires qui existent entre nos deux communautés. Je crois que ça c'est fondamentalement important et c'est un signal fort parce qu'on aurait pu délocaliser, aller jouer ailleurs. Mais c'est lui-même qui s'est investi pour que véritablement cela puisse avoir lieu en Guinée. C'est la fédération qui décide. Le match se déroulera bel et bien le 23 mars à 17h à Conakry. Qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve. Toutes les commissions mises en place pour une bonne organisation de cette rencontre s'activent. Et on peut dire que le travail est à 95% fait. Le choix des hôtels, donc les sites d'hébergement de l'équipe de l'Angola et de l'équipe du Sénégal, ça c'est fait. Bon, c'est décidé qu'il y aura 1500 agents de sécurité. C'est l'État du Sénégal qui a décidé où se déroulera le match. Après la prise de contact avec le Bureau national des supporters guinéens, la communauté sénégalaise en Guinée, Mbagnick Ndiaye a invité le public sportif guinéen à effectuer le grand déplacement afin de pousser les siens à la victoire finale. Comme pour dire que l'éléphant et le lion vivent tous dans la même forêt. Culture pour refermer cette édition, restaurer la musique guinéenne dans son originalité et son authenticité. C'est le credo de certains anciens artistes réunis dans un orchestre appelé International Gombo Jazz. Billy Lankumakonde les a rencontrés pour nous. Voici son reportage. Gombo Jazz,
c'est le nom d'une nouvelle formation orchestrale qui vient de naître en Guinée. Elle est composée d'anciennes gloires de la musique guinéenne sous le premier régime. Une manière pour les membres de Gombo Jazz de relancer une musique qui se trouve à la croisée des chemins. Et nous allons essayer de jouer comme on faisait la musique d'hier. Et ça, croyez-moi que nous sommes des guerriers ici. Vous n'allez pas croire que vous allez voir un de nos concerts où, là où nous allons jouer, nous allons toujours annoncer que les gens vont nous voir, nous sommes des bagarreurs. Comme nous avons fait avec Sofa, nous avons fait avec Sidi Authentique, vous savez que nous sommes des guerriers. Quand on commence quelque chose, il faut que ça monte, ça brillera net. Pétris de talent, les musiciens de Gombo Jazz entendent ici haut la musique guinéenne en perte de vitesse depuis plusieurs décennies. C'est que ce groupe-là a de grandes ambitions. De grandes ambitions, vous le verrez, ce n'est pas de la théorie. Nous allons travailler et vous verrez que nous serons tout à fait différents des autres groupes que vous avez l'habitude de voir. Nous allons faire des choses inédites qui n'ont rien à voir, avec ce que les gens ont l'habitude de faire. C'est ça, nous nous sommes engagés dans cette logique-là et le temps le prouve. Un exemple à suivre pour faire renaître la musique guinéenne, une musique riche de sa diversité selon plusieurs observateurs. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes à notre compagnie. L'info, c'est aussi notre site web www.groupeevasionguinée.info.